La Manche est-elle le nouvel Eldorado du changement de vie? À cette question, elle vous répondra sans hésitation oui, Stéphanie Maubé. Bonsoir, on va commencer avec toi Stéphanie. Bonsoir à tous. Une ancienne intermittente, devenue bergère, puis mère. Votre bergerie est à Lessé, vous vivez d'ailleurs à Lessé. Votre cheptel aujourd'hui se compose de 120 brebis heureuses au sein des Prés Salés à Saint-Germain-sur-Aie, à mi-chemin entre Coutances et Barneville-Carteret. Stéphanie, tu as 42 ans, tu es née à Paris, tu es issue d'une famille bourgeoise de l'Ouest parisien. Tu vas faire des études audiovisuelles afin de travailler sur des tournages, de l'institutionnel, du format court. Il y a une phrase que tu prononces que j'aime beaucoup. Tu travaillais entre ce que tu appelles le monétaire moche et les projets trop cool, mais trop à payer. C'était quoi ta vie à l'époque? Alors, c'est le propre de tous les métiers artistiques. Hein. Quand c'est chouette et que la finalité, elle est vraiment artistique, c'est pas payé. Et donc, il faut bosser gratoche. Et pour gagner sa croûte, il faut faire des projets pas artistiques, dont on n'est pas fier de les aligner sur un CV. Oui, mais c'est l'équilibre des deux qui permet de s'en sortir éthiquement et financièrement. Oui, et puis tu gagnes en visibilité. Non, vous allez gagner vachement de visibilité. Hein. Bah, tu as été bien visible. 6 ans d'intermittent du spectacle, du graphisme entre deux. À l'époque, vous êtes en couple et vous n'aimez pas du tout la campagne. Comme quoi, vous avez 26 ans et vous allez gagner un séjour dans un gîte dans la Manche. À l'époque, vous pensez quand même que la Manche est en Bretagne, parce qu'on vient de loin, comme chanterait l'autre. Et votre compagnon va vous obliger à accepter le prix. Vous arrivez devant ce gîte en bordure des Prés Salés. Et que se passe-t-il? La découverte d'un paysage inédit entre platitude totale et un camailleux de verre d'une grande douceur, des moutons qui semblent en liberté, qui pâturent dans de la végétation entre des bulots et des tas d'algues, et vraiment un dépaysement et une incompréhension du paysage avec donc de la végétation, mais aussi des dunes, de la lande non loin, une espèce de succession de paysages fous qu'on ne s'attend pas à trouver ni si proches les uns des autres, ni si harmonieusement imbriqués. Et tout ça dans un espace dont je pensais que c'était la Bretagne. Voilà. Et vous allez faire une rencontre déterminante. Vous allez rencontrer un éleveur de moutons. Racontez-nous, comment ça se passe tout ça? Ces moutons semblent en liberté, avec vraiment un mode d'élevage traditionnel à l'ancienne, c'est-à-dire des animaux qui vivent sans clôture, qui vivent à leur rythme. Donc ça permet de comprendre immédiatement qu'on est dans une grande qualité de production. Et rien que cette découverte-là, elle est étonnante et elle est dépaysante, puisque la faible approche de l'élevage que j'avais était basée sur le fait qu'on enfermait des animaux dans des bâtiments et qu'on les nourrissait avec un tracteur. Et là, de voir des animaux en liberté de toute taille, ce qui permet aussi de comprendre qu'en fait, leur rythme de croissance est respecté. Enfin, de tout ça émane une impression de beauté, de réconciliation avec une agriculture traditionnelle qui est en phase avec son paysage, qui est en phase avec des pratiques gastronomiques. La rencontre de l'éleveur qui menait ce troupeau a été intéressante parce qu'il nous a dit, mon conjoint et à moi, on était stupéfiés en bordure des Prés Salés, en petites bottes Sonia Rykiel. C'est mes dernières bottes qui coûtaient cher. Si jamais il pleut. Voilà. Et donc il nous dit, oh là là, mais les petits Parisiens déminéralisés, là, venez donc rentrer le troupeau avec moi, ça va vous vivifier. Parce qu'on était sûrement anémiés, tout maigres, et trop bien coiffés, trop bien habillés pour avoir l'air crédible. Donc on l'a suivi pour rentrer le troupeau, pour découvrir le travail à la bergerie. Et la rencontre avec l'animal mouton a été très forte, et encore plus l'animal mouton dans ce territoire étonnant. Les deux sont indissociables. Vous dites qu'il y a la rencontre avec l'animal, mais également avec le territoire. Vous n'auriez pas eu envie de reprendre un troupeau dans une autre région, un autre département que la Manche, même des Prés Salés? Non, parce que là, on est on n'est pas dans une approche agricole traditionnelle avec une notion de propriété privée, de grandes parcelles carrées, bien clôturées, avec du trèfle, etc. Là, on est dans un paysage sauvage. Un paysage que tout le monde peut s'approprier, un paysage de carte postale, presque un paysage 1000 fois vu à travers les photos du Mont-Saint-Michel, même si on n'a pas le Mont-Saint-Michel puisqu'on est à plusieurs dizaines de kilomètres du mont, mais un espèce de paysage intemporel, tellement préservé que rien ne vient aussi brusquer le regard ou nous donner un indice sur l'époque à laquelle on se trouve. Parce que la loi littorale qu'on critique si souvent, surtout maintenant avec la loi climat et résilience, et ben cette loi littorale, elle a néanmoins permis qu'on ait des paysages parfaitement préservés qui ne sont pas pollués par des immeubles, par des parkings, par des aires de camping-car.
Donc il y a ça aussi qui était complètement envoûtant, c'était d'avoir un paysage sous les yeux qui n'a sans doute pas évolué depuis 50 années, limite depuis 300 ans. C'est-à-dire un vrai paysage sauvage préservé. Et Stéphanie, dès ton premier retour à Paris, tu te dis c'est foutu. Tu peux plus rester à Paris. Pendant 1 an et demi, tu vas retourner tout le temps en vacances, en week-end là-bas. Dans quel but à ce moment-là? Tu as déjà cette envie de reprendre le troupeau, de peut-être t'installer en tant que bergère? Alors non, parce qu'on ne peut pas se l'avouer, on ne peut pas s'autoriser à y penser quand on n'a ni la légitimité de le faire, ni le patrimoine pour, ni le projet professionnel qui va avec. Mais dès mon retour à Paris, j'ai senti que effectivement, le seul endroit où je me trouvais bien, c'était sur ce littoral très particulier du Cotentin, avec l'énergie paisible et placide d'un troupeau qui pâture. Et c'est au fil de cette année et demie que je réalise soudain qu'il y a des économies agricoles qui peuvent être créées, qui peuvent être générées ou qui peuvent être bâties, en tout cas. Qu'il y a des lycées agricoles qui permettent de se former. Et puis l'agriculteur qu'on a rencontré, qui avait une 60aine d'années, m'explique qu'en fait, il compte partir à la retraite, qu'il n'a pas de repreneur. Et mine de rien, il m'autorise à me projeter de manière professionnelle. Il vous fait miroiter, hein, le fait de reprendre le troupeau, ça va te donner envie, toi, de te former. Tu vas partir en formation. Quelle démarche il me propose carrément de reprendre le troupeau à sa suite. Ce qui permet, en fait, c'est un cap décisif. On se dit, ah mais oui, en fait, ça peut. Il y a un but. C'est pas juste du tourisme quand je viens. Il peut y avoir la construction d'un projet professionnel avec un équilibre économique, avec des revenus, etc. Des gens y arrivent. Je suis pas plus bête qu'une autre. Je peux y arriver en y travaillant. Et donc, je m'inscris à ce moment-là à une formation au lycée agricole de Coutances, une formation qui dure 1 an, puisque devenir agriculteur, alors la formation d'1 an n'y suffit pas. Après, il faut vivre dedans, accumuler de l'expérience, faire des stages, etc. Mais il y a déjà un socle incompressible de connaissances techniques dont on ne peut pas se passer. C'est important de le dire parce que la vague de néo-ruraux à laquelle on assiste depuis 2 ans, où on pourrait appeler ça la fuite des villes depuis le début du Covid. Et tous ces gens qui ont passé le premier confinement dans 20 mètres carrés, on comprend complètement qu'ils aient envie de quitter la ville. Mais pour autant, même si on a tous un grand-père paysan, ce n'est pas parce qu'on a dans nos gènes ancestrales du sang paysan qu'on va être capable ni de le faire, ni de le supporter, ni d'avoir l'approche technico-économique pour créer un équilibre qui permettra de le faire à titre professionnel. Donc, cette envie de tous les citadins de tout plaquer et de vivre en autonomie à la campagne, elle est complètement légitime. Mais elle se prépare. Il y a vraiment une vraie différence entre vivre en autonomie, avoir sa petite ferme vivrière pour nourrir ses gamins et puis s'amuser le week-end, et en faire un métier qui va permettre de se rémunérer, de payer des charges, d'investir dans des terres, dans un troupeau, dans un tracteur, etc. Stéphanie, à l'époque, tu as 14 ans. Petit point bonus, tu découvres que tu es enceinte. Au moins, tu reprends tes études. Je n'ai pas 14 ans, c'était il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Stéphanie, tu avais 28 ans. À 14 ans, tu es enceinte. Mauvaise réaction des parents. Voilà, un bal des pompiers qui a mal tourné, ça arrive à des gens très bien. Tu vis une année géniale. C'est ça qui est fou. Tu as 28 ans, tu es enceinte. Tu as limite, tu le dis, hein, le bébé dans le dos. Tu n'as pas de voiture, parce qu'à Paris, on passe pas le permis. Il n'est pas encore dans le dos, il va arriver dans le ventre. Voilà. Mais juste, surtout, toi, tu passes une année géniale, mais comment réagit ton entourage quand tu leur dis « je vais devenir bergère » ? Assez bien. Tu n'as plus d'entourage à ce jour. Voilà. Alors maintenant, j'en ai plus beaucoup. Mais à l'époque, j'en avais encore. Il réagit bien parce qu'il y avait une méconnaissance de la réalité. En tout cas, dans le milieu dont je suis issue, il y avait une vraie méconnaissance de la réalité agricole. Maintenant, c'est plus facile d'avoir un point de vue nuancé parce que les médias, en fait, que ce soit la télévision ou les journaux, sont remplis de témoignages de gens qui ont réussi leur transition professionnelle ou qui l'ont ratée, parce que rater sa transition, c'est super intéressant aussi dans le parcours, mais on a plus de recul maintenant. Il y a 14 ans, on était moins nombreux, il y avait moins de reconversion professionnelle, donc on n'avait pas de recul. Et mes amis citadins me disent « Ah, mais génial, tu nous enverras des petits paniers de légumes bio. » Enfin, tout le monde rêve un peu. Voilà, tout le monde rêve un peu. Mais ça m'a permis d'être très encouragée. C'était pas sur des bases réelles ou tangibles, mais cet encouragement, il est évidemment important. Il est crucial parce qu'il nous faut bien un carburant quand on s'achemine vers un nouveau domaine inconnu pour lequel on n'a pas de référence. La notion d'encouragement, elle prend encore plus de place
que maintenant où on peut avoir des références et des chiffres. Et puis il y a également l'accompagnement financier. C'est vrai que c'est compliqué de devenir entrepreneur quand on a été salarié. Alors c'est toujours bien aussi quand on se lance peut-être d'avoir un petit apport d'argent, que ce soit un héritage, voire l'argent du conjoint. Et ton conjoint, justement, tu as une très jolie phrase. Tu dis que ton compagnon fut un grand incubateur de courage. Oui, mais lui va te suivre dans cette aventure parce que quand on décide de changement de vie, souvent on emmène nos enfants, notre conjoint aussi. Parfois ça se passe très bien, il s'adapte parfaitement. Lui, tu le dis, il est arrivé avec tout le stress de sa vie. Alors, la partie financière, j'y reviens, elle est vraiment cruciale parce que que ce soit en agriculture, en artisanat ou dans n'importe quel domaine, quand on se lance à son compte, soit on a une enveloppe qui permet de le préparer avec 2 ou 3 ans de trésorerie d'avance, soit on n'a pas ça, ce qui était mon cas, parce que je n'avais pas un gros salaire à Paris. Et effectivement, il faut bien payer son loyer et se nourrir pendant les 2, 3 ou 4 ans pendant lesquels la solidité financière de notre nouvelle entreprise va devoir s'affirmer et fonctionner. Donc l'accompagnement financier de quelqu'un, il est crucial. L'idéal, c'est un héritage, bien sûr. Voir un mécène, voir un amant très riche, ça j'en ai plus, je les ai tous épuisés. Mais un conjoint ou une conjointe qui a un salaire fixe, c'est crucial parce qu'en fait, dans le changement professionnel, on n'est pas seul. On embarque son entourage avec soi, qu'on ait des enfants ou pas, mais en tout cas, le mode de vie de l'ensemble de la cellule familiale va en être chamboulé et transformé. Et c'est important que le porteur de projet qui va changer de vie, il dresse son conjoint, mais qu'il embarque le conjoint. Enfin, c'est un projet de couple. Et justement, il va se sentir un petit peu déconnecté, ce que je disais. Du coup, il est arrivé avec tout le stress de sa vie et ça va pas bien se passer. En fait, il va vouloir retourner à Paris, lui. Voilà. Alors, le stress de sa vie, c'est qu'on avait lui, il avait un emploi à Paris et on a décidé de vivre à distance. Enfin, en fait, de tester il y a 14 ans ce qu'on fait maintenant, c'est le télétravail une partie de la semaine pour un des 2 membres du couple. Donc, on avait gardé un appartement à Paris. Et on était aussi, il y a 14 ans, moins bien préparés que maintenant, avec pas d'autres références, pas d'amis qui le font, pas de références dans les médias sur lesquelles s'appuyer. Et tester, quand on est un jeune couple, le fait qu'un des deux travaille à Paris 4 jours par semaine, prend le train, etc., ça s'est pas bien passé parce que on vivait plus la même réalité. Et quand on se reconnectait ensemble en fin de semaine, moi, j'avais passé la semaine avec le bébé dans le dos, là on peut le dire, accroché dans le dos pendant que je créais mon exploitation. Et je me disais que lui, il avait vécu une belle vie à Paris en étant dans les cocktails, etc., une vie cool. Et lui avait le point de vue inverse. Il se disait que moi, j'avais passé une semaine peace and love à regarder des moutons brouter, en regardant mon enfant dans les yeux, alors que lui s'était tapé le stress du métro, de la vie parisienne. Résultat, il passait son temps à oublier ses clés dans le train, à paumer son ordinateur. Et nos 2 stress, en fait, n'étaient plus compatibles. Alors, avec le temps, je réalise qu'on était peut-être jeunes parce qu'on avait 30 ans. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas à 30 ans, qui fonctionnent à 40 ans. Dans ma vie personnelle actuelle, on est aussi en couple un peu dissocié. Mais soit l'amour est moins fusionnel à 40 ans qu'à 30 ans, soit on n'a pas les mêmes attentes, ou on est mieux préparé parce que le contexte national nous y prépare. Mais quand c'est pas bien préparé, ce truc de distance, on a foiré notre couple. Alors, bonne nouvelle, ils se sont vachement réconciliés. Il a même acheté une maison à côté de Stéphanie, son ex. Donc, l'histoire finit quand même un peu bien. On est devenus potes et il a entamé l'année dernière un BPREA, c'est-à-dire la même formation agricole que j'ai faite il y a 14 ans. Il l'a entamé l'année dernière pour devenir agriculteur aussi. Tu vas voir que ça va devenir un concurrent. Vois-tu? Donc, non, c'est... Mais tout est... c'est intéressant de souligner à quel point le perso est imbriqué dans le pro. On l'emmène avec nous dans ce projet, tout à fait. Alors, autre mauvaise nouvelle, vous allez vous apercevoir que le petit papy, l'éleveur, c'est un peu une arnaque. Il n'a pas du tout prévu, en fait, de vous refiler son troupeau à la retraite. Là, vous avez plus de mec, un gosse, plus de troupeau. Tu te dis pas, tiens, je vais rentrer. Eh ben non, hyper optimiste, grosse copine avec Catherine. Tu te dis, non, je vais me battre d'autant plus. Moi, je serais rentrée, je te le dis. Alors, il y a un peu d'égo là-dedans. Quand on est parti de Paris en se drapant dans cette dignité, en disant non, mais je vaux mieux ailleurs, et qu'on a tout brûlé derrière soi, il est très difficile d'y retourner la queue entre les jambes en disant, bon, en fait...
J'ai plus de mec, j'ai un bébé, j'ai plus de revenus. Tes parents, je te l'avais dit, t'aurais dû garder tes bottes Sonia Rykiel. J'ai plus de feuilles d'impôt pour chercher un appart à Paris. Voilà, il y a un peu d'ego et tant mieux parce que ça force, en fait, ça force la détermination. Et j'ai eu la chance pendant mon enfance et ma première partie de vie professionnelle d'avoir de la chance. C'est-à-dire, je fais partie de gens privilégiés, j'ai grandi dans l'Ouest parisien, j'ai fait des études, j'avais pas de drame. Mais j'étais donc pas très armée, j'avais le cuir pas très solide. Donc, voilà, il y a plein d'épreuves. Je me suis dit, ah mais super, je vais me faire ma légitimité aussi. C'est bien d'en chier, c'est bien de me forger ma petite légende, d'être triste, de pleurer, d'être toute seule, d'avoir du harcèlement, gna 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 gna. Parce que c'est aussi par ça que je vais pouvoir gagner ma légitimité et regarder les yeux dans les yeux des agriculteurs qui, eux, sont nés ici, qui ont eu des enfances difficiles, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, aussi pour être dans une équité de difficultés et dire bah oui, ben non, mais moi je suis arrivée ici avec rien, j'avais rien dans mon baluchon, je ne le dois qu'à moi, j'avais pas d'argent, j'avais pas de parachute doré, et en fait j'aime, ouais, le mot équité, c'est ça. J'ai ma légitimité et c'était important de la gagner parce que sinon on a toujours ce sentiment d'imposture en disant ouh là là, en fait je ne suis pas née ici, j'ai pas eu la même vie triste que les pauvres qui ont grandi ici. Ils sont grandis dans un village, ils n'avaient pas de mobilité, ils n'avaient pas toutes les facilités, tous les loisirs, toutes les études que moi j'ai pu avoir. Donc se prendre des murs, en fait, c'est bien. Justement, tu évoquais la légitimité. Comment ça va se passer, ton accueil, toi, la petite Parisienne qui arrive pour élever des moutons, pour reprendre un élevage, et Dieu sait que les Normands sont un peu chauvins et pas toujours d'un accueil incroyable tout le temps. Vous qui appartenez au groupe des néo-ruraux, on appelle ça comme ça. Comment se passe l'accueil? Est-ce que tu es bien accueillie par les gens du coin, par les agriculteurs? Comment ça se passe, l'accueil de la petite Parisienne qui se lance? Pas très bien. Il y a 14 ans. Voilà, pas c'est très important bien, de le mais préciser. pas très mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune hostilité en général. Il y a des attentes qu'on fasse nos preuves. Il y a vraiment de la méfiance, et c'est de la méfiance liée au bon sens paysan. Tant mieux, parce qu'on n'est pas dans le sud de la France. Ici, on n'accueille pas les gens à bras ouverts pour leur planter un couteau dans le dos derrière. Il y a de la méfiance, mais je la trouve saine. Je trouve que c'est du bon sens d'avoir de la méfiance. Et à l'époque, il y a 14 ans, on avait encore toute une frange de la population agricole qui n'avait pas commencé à préparer sa retraite, parce qu'ils étaient plus proches de 55 ans que de 65 ans. Donc, ils étaient un peu interloqués en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça va pas nous apprendre la vie voilà. Elle va faire ses preuves, la petite. Oh, mais d'ailleurs, elle va sûrement repartir dans les 2-3 ans quand elle va se rendre compte que c'est compliqué. » Donc, ils s'attendaient à ce que je reparte. Et puis non. En se disant aussi, elle va pas nous prendre la terre de nos enfants, celle-là, non mais oh. Et puis, en l'espace de 14 ans, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là sont arrivés à l'âge de la retraite et ont informé leurs enfants en disant « Bon, je prends ma retraite à telle date, mon fils, tu peux revenir sur la ferme. » Sauf que le fils veut pas. Sauf que les enfants, en fait, ne veulent pas en disant « Bah non, j'habite en ville, je bosse aux 35 heures et pas aux 80 heures. J'ai un 13e mois, j'ai un salaire fixe. Ma femme me pardonnera jamais de bosser le week-end et de plus avoir de vacances. Non, papa, je veux pas reprendre. » Et en l'espace de quelques années, j'ai véritablement vu la relation, le regard que portaient ces agriculteurs âgés sur les néo-ruraux changer, parce que ce qu'ils se sont pris en pleine face a été très violent pour eux. Le sens entier de leur travail en a été modifié, puisque les agriculteurs avaient passé leur carrière à travailler dans une optique de consolidation de leur ferme dans le but de la transmettre. Ils en avaient hérité de leurs parents qui eux-mêmes s'étaient sacrifiés pendant une vie pour la transmettre, qui eux-mêmes la tenaient de leurs grands-parents, qui avaient racheté petit bout par petit bout, vache par vache, etc. Et soudain, après eux, en 2020 ou en 2015, les enfants disent « Bah non, ça s'arrête ici ». Donc c'est très violent, en fait, pour l'inconscient agricole, pour tout le socle du fonctionnement agricole depuis des centaines d'années. Au final, le rapport aux néo-ruraux a changé. Ils sont presque bien accueillis, bienvenus maintenant. On se dit qu'eux vont reprendre ce que ces gens ont mis en place pendant parfois 50, 60 ans presque. Voilà, tout à fait. Les agriculteurs se sont dit, bon, les néo-ruraux, si on avait choisi, c'est pas eux qu'on aurait choisi comme héritiers. Ils sont arrogants, ils y connaissent rien, gna gna gna. Ils ont des idées à la con. Mais ils sont là. Ils amènent des nouvelles compétences qui sont complémentaires et intéressantes dans le monde de l'agriculture. Pour certains, ils amènent de l'argent ou la capacité d'emprunter.
et ils amènent de l'enthousiasme, la passion, l'envie, et ils nous écoutent. Ouais. Et c'est important dans la culture agricole, la transmission orale, elle est cruciale. Et les néo-ruraux, s'ils ne sont pas trop cons, ils écoutent. Ils sont en demande de conseils et de comprendre comment fonctionne le terroir, comment fonctionne telle parcelle d'une année sur l'autre, en année sèche, etc. Et comment on fait un mix entre une parcelle marécageuse, une parcelle qui sèche, etc. Donc oui, les néo-ruraux, on a notre place, on a complètement notre place dans cette mixité entre nés natifs, les nés natifs du monde agricole de la Manche, et ceux qui arrivent avec une énergie un peu différente, si on n'est pas trop con et pas trop arrogant. Hein. Ouais, l'humilité, c'est très important. Oui. Autre point très important dans l'arrivée de ces néo-ruraux également, c'est le fait, vous le dites, enfin tu le dis Stéphanie, c'est l'agriculture. L'agriculteur ne doit plus être solitaire, il ne doit plus être seul. L'agriculture elle-même a été inventée presque pour travailler en famille. Quand on était avant, les enfants, eh bien, pendant leurs vacances scolaires, aider leurs parents, leurs grands-parents. Ça doit revenir. Toi-même, tu t'es entouré d'amis au bout de plusieurs années, tu as créé un petit groupe autour de toi. Alors, la solitude est sûrement ce qui tue l'agriculture. Oui. C'est encore plus explicite dans l'élevage. Et qui tue l'agriculteur surtout. Aussi. Qui tue l'agriculteur aussi, malheureusement. Les agriculteurs, et c'est une des raisons pour lesquelles il y en a de moins en moins. Ils ne souhaitent plus, c'est très dur d'embaucher, et des troupeaux à taille de troupeau ou à surface légumière équivalente, il y a 50 ans, on était 6 dessus, donc il y avait... de l'entraide, un objectif commun, une répartition du travail. Et de nos jours, on est un tout seul. Donc la solitude, le sentiment de solitude, il est terrible. Hein. Il peut mener à vraiment beaucoup de découragement. Et une des énergies de survie de l'agriculture et donc de l'autonomie alimentaire de demain passe probablement par trouver des modèles de fermes collectives bien ficelés d'un point de vue juridique, bien ficelés d'un point de vue cohésion d'équipe, avec une véritable attention sur le travail humain, comme on fait dans les grandes entreprises avec du team building. Il faut créer ça aussi à l'échelle agricole. On ne peut pas imaginer que les projets collectifs agricoles, actuellement il y en a plein qui émergent, mais qui ne sont pas bien préparés parce qu'ils sont... soit hyper utopistes ou babacool, où ils négligent cet aspect de construction de l'équipe, des ressorts humains et de construction juridique qui fait que s'il y en a deux qui s'embrouillent, que ça ne foute pas par terre le projet. Donc la dimension collective, j'y crois de plus en plus. Ça permet de répartir également les tâches et de consacrer un peu plus de temps aussi à sa vie personnelle. Quand il y en a un qui fait la traite, ça échange, tout ça. Voilà, et aussi de passer des phases de vie dans une activité agricole, mais de pouvoir le faire pendant 10 ou 15 ans et de ne pas signer pour 40 ans ou rien. Et les gens, par exemple, qui étaient dans ma promotion agricole, Lise, je te regarde en disant ça parce que tu as peut-être la même expérience. On a fait la même formation à un an près. Dans nos collègues, il y en a beaucoup qui ont créé des exploitations, qui ont repris des exploitations pendant 10 ou 15 ans et qui, au bout de 10 ou 15 ans, disent voilà, j'ai fait le tour, je ne vais pas apporter plus et puis j'ai le dos cassé. Donc, je fais évoluer ma carrière, mais je laisse ma place à quelqu'un d'autre parce que l'exploitation, elle est saine, elle est clé en main, elle a besoin de nouvelle énergie. Donc, on peut aussi avoir des transitions dans sa vie, enfin, changer de vie plusieurs fois en une vie, ce qui n'était pas possible il y a 50 ans. Eh ben, c'est possible désormais, avec toujours la conscience de se former, d'être lucide et clairvoyant sur ce qu'on attend, ce qu'on est prêt à sacrifier, etc. Stéphanie Maubé, 14 ans après, tu as un cheptel bien établi, tu es devenue mère même de l'essai en 2020. 14 ans après, tu dis la ruralité est devenue mon espace d'épanouissement. En quelques mots, le bilan de cette expérience ? Quelques mots. Ouais, la ruralité est un espace d'épanouissement. Pas que le mien, mais tout est possible en fait. En tout cas, celle d'ici est multiple, elle est plurielle. L'énergie qui vient de la ruralité, elle est énorme. C'est un gros stock d'énergie mal canalisée, mais merveilleuse, avec du bon sens, ce qu'on a perdu dans les villes. Ce bon sens donc, qui allie entraide, bienveillance pour l'autre, respect des saisons, respect de la diversité des profils, des intellects, des bagages culturels et intellectuels. Oui, la ruralité est un espace d'épanouissement. Je vous propose désormais, chers amis, merci beaucoup Stéphanie Maubé, quelques petits applaudissements pour Stéphanie.
Je propose désormais, justement, tu les as cités, ils sont dans la salle ce soir. Je vous propose de découvrir une vidéo, un portrait vidéo d'un autre couple de néo-ruraux. Il s'appelle Lise et Anthony. Il était géologue. Elle travaillait dans le tourisme. Ils ont tout quitté pour devenir agriculteurs. Ils se sont installés à Udimini, près de Granville, où ils fabriquent leur propre fromage grâce à leurs vaches laitières. Portrait. J'ai fait pas mal de petits boulots avant de bosser effectivement comme géologue sur les plateformes pétrolières, essentiellement en mer du Nord et en Russie. Moi, j'attendais au port. J'attendais au port et on pouvait vivre n'importe où en Europe. On a toujours beaucoup aimé voyager. Une période où on a vécu en Espagne. J'ai bossé dans le tourisme, pas mal de petits boulots pendant longtemps. J'ai donné des cours à domicile aussi. Je pense que l'idée d'avoir une ferme, ça avait toujours été là, mais comme un rêve très très lointain en fait. C'était très très abstrait. Un jour, je suis rentré de plateforme. Lise m'a dit, je me suis inscrit en BPREA à Coutances, formation pour adultes, au lycée agricole. Responsable d'exploitation agricole. J'ai dit, écoute, moi je vais m'inscrire aussi. Donc je me suis inscrit et ensuite j'ai appelé mon employeur pour lui dire que j'arrêtais. Je viens pas du tout du milieu agricole, il n'y a aucun agriculteur dans ma famille depuis 38 générations à peu près. Et c'était un moyen pour moi de mettre un pied dans le monde agricole. En fait. Le projet au total, entre les vaches, la construction de la fromagerie, du labo, les investissements dans la CUMA, tout ça, je l'estime à peu près à une 50aine de 1000 euros. On a pu autofinancer sans passer par les banques, qui étaient de toute façon très réticentes sur ce type de projet. Je me sens très très humble. Oui, moi aussi, oui. Ouais. Les seules contraintes, c'est celles qu'on s'impose nous-mêmes, en fait. Hein, parce qu'on a le choix, là. Ouais. Et c'est... Non, moi j'ai même l'impression que je comprends mieux comment le monde tourne depuis qu'on est sur la ferme, en fait. Je pense qu'avant, il me manquait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pour comprendre un peu la vie. Et là, depuis qu'on est à la ferme, je me sens vraiment les deux pieds ancrés chez moi. Je pense qu'on a remplacé un voyage géographique par un voyage complètement autre. Moi, je sais que c'est pendant cette période-là, ou juste avant, que je suis devenue pompier, parce que je savais qu'on allait rester sur place et qu'on n'allait plus voyager. Et pour moi, clairement, devenir pompier volontaire, c'était une autre sorte de voyage. C'était voyager au sein de ma population, là où j'ai grandi, là où voilà. Et voilà. Je pense qu'on remplace vraiment un voyage par un autre. Quoi. Je continue à regarder tous les cailloux que je croise avec beaucoup d'intérêt. C'est quelque chose qui me passionne toujours. Mais la vie telle qu'on la vit aujourd'hui me satisfait largement. Occuper des animaux, faire le fromage et le vendre, c'est trois métiers qui me plaisent. C'est marrant parce que je disais tout à l'heure que j'ai appelé mes parents avant qu'ils voient le journal. Et la réaction de mon père, ça m'a surpris beaucoup. Il m'a dit je savais que ça allait arriver un jour. Ouais. Et alors, on n'en a jamais parlé avec lui. Et lui, il m'a dit non, j'étais sûr qu'un jour tu ferais ça, tu t'installerais sur une ferme. D'accord. T'aurais pu me le dire, je ne savais pas. Anthony et Lise Pignol. Anthony, Lise, j'imagine que vous avez des réactions par rapport à ce que Stéphanie Maubé vient de dire. Peut-être des similitudes même dans votre parcours. Lise, tu veux prendre la parole ? Ah non, j'ai dit qu'il y avait la grande technologie. Il y a peut-être, c'est comme à l'ONU, il y a un bouton. Waouh. Oui, non, je voulais réagir sur ce que disait Stéphanie sur le bouillonnement du monde rural, parce que je trouve que c'est très très vrai. En fait, on a un monde rural qui est vraiment en grand changement aujourd'hui. C'est plus du tout le monde rural d'il y a encore 20 ans. Avec beaucoup de néo-ruraux, beaucoup de nouvelles activités en fait qui reviennent dans nos campagnes, qui existait certainement il y a 70 ans et qui avait disparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et voilà, alors c'est un renouvellement peut-être que nos grands-parents ou arrière-grands-parents avaient déjà connu, bizarrement, avec des fermes beaucoup plus petites, de l'entraide qui est peut-être un petit peu plus marquée. Et des nouvelles activités en fait qui reviennent dans les campagnes. Autour de chez nous, il y a pas mal de théâtre qui vient dans les fermes. Nous, là, dans 2 semaines à la ferme, il y a une exposition d'art contemporain qui vient. On va faire un débat un peu sur le thème de la ferme et l'art contemporain. Enfin, voilà. Des nouvelles activités qui viennent habiter nos campagnes. L'agriculture se modifie dans le bon sens, manifestement. Ouais. Anthony, tu souhaites rajouter un petit mot également ?
Tu peux faire la même chose avec le petit bouton, tu as le micro devant. Impeccable. Oui, je suis complètement d'accord aussi avec ce qu'a dit Stéphanie, sur les collectifs aussi, sur la préparation des collectifs, parce qu'on en voit, comme on est effectivement sur une ferme qui a un fonctionnement qu'on peut appeler collectif, parce qu'on est plusieurs, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils souhaitent s'installer en collectif, et on voit beaucoup de projets se planter parce qu'ils ne sont pas préparés ou parce qu'ils sont persuadés que puisqu'ils sont copains, ça va bien se passer. Ouais. Merci beaucoup, Anthony. Élise Pignol, on les applaudit à nouveau et merci encore à Stéphanie pour ce magnifique parcours. Tu pourras évidemment intervenir à tout instant, ma chère Stéphanie Maubé.